Juste après avoir enterré le mari de ma meilleure amie, mon mari a claqué les papiers de divorce sur la table. Il a dit froidement, « Je vais épouser ta meilleure amie. » Signe. Je suis resté figé quelques secondes. Puis j'ai dit, « D'accord. » Après cela, j'ai signé mon nom. Un mois plus tard. Ils ont tous deux payé le prix. Juste après avoir enterré le mari de ma meilleure amie dans un cimetière tranquille à l'extérieur de l'île, je suis rentré chez moi, m'attendant au silence, peut-être au chagrin, peut-être même au réconfort. Au lieu de cela, je suis entré dans ma cuisine et j'ai vu mon propre mari claquer les papiers de divorce sur la table comme si j'étais déjà morte à ses yeux. Je me souviens encore du bruit. Le papier frappant le bois, net, définitif, sans hésitation. Pendant une seconde, je suis resté là avec mon manteau, mon bracelet de deuil encore au poignet, ne sachant même pas si je respirais correctement. Je m'appelle Aurore Dubois. J'ai 42 ans, et jusqu'à ce jour, je pensais comprendre mon mariage. La maison était trop silencieuse quand je suis entré. C'est la première chose que l'on remarque. Quand quelque chose ne va pas dans votre vie, vous n'entendez rien d'autre que vos propres pas. Thierry était déjà assis à la table de la cuisine comme s'il m'avait attendu. Pas de télévision allumée, pas de téléphone à la main, juste cette pile de papier devant lui. « J'ai besoin que tu signes ça, dit-il calmement, comme s'il me demandait d'acheter du lait en rentrant à la maison. Je l'ai regardé et j'ai ri une fois, mais c'est sorti faux. Thierry, je reviens tout juste d'un enterrement. Il n'a même pas cligné des yeux. Je sais. C'est là que j'ai remarqué la deuxième chose qui ne me semblait pas normale. Il n'était pas ému, pas coupable, pas nerveux, juste décidé. J'ai posé mon sac à main lentement, comme si bouger trop vite pouvait briser la réalité dans laquelle je me tenais. « De quel enterrement penses-tu que je reviens ?» ai-je demandé. Il s'est penché en arrière sur sa chaise, a frotté son pouce le long du bord de la table. Marc Dupont. Mon estomac s'est noué. Marc n'était pas seulement le mari de ma meilleure amie. Il faisait partie de nos vies depuis des années. Barbecue, anniversaire, événement de quartier à Lille, où tout le monde connaît les affaires de tout le monde, que vous le vouliez ou non. Thierry a tapoté les papiers. Il est temps, Aurore. Temps pourquoi, ai-je demandé. Même si je sentais déjà quelque chose de froid se former dans ma poitrine, il m'a regardé comme si j'étais lente, comme si j'avais manqué une réunion à laquelle j'étais censé assister. Je vais épouser Sophie. Ce nom m'a frappé plus fort que tout ce qu'il aurait pu dire d'autre. Sophie, ma meilleure amie, la même femme que je venais d'embrasser dans un cimetière alors qu'elle pleurait si fort qu'elle ne pouvait pas se tenir debout. J'ai reculé d'un pas. Ce n'est pas drôle. Ce n'est pas une blague, dit-il. Puis il a poussé les papiers plus près. Divorce. Mon nom déjà imprimé, le sien déjà signé. Je me souviens comment mes mains ont commencé à trembler. Pas de manière dramatique, juste légèrement. Comme si mon corps comprenait quelque chose que mon cerveau refusait d'accepter. « Tu as planifié ça ?» ai-je demandé doucement. Il n'a pas répondu tout de suite. Cette pause m'a tout dit. Dehors, un camion est passé dans notre rue. La vie normale. Des gens faisant leurs courses, ramassant leurs enfants, allant travailler. Dans ma cuisine, mon mariage était plié et jeté comme du courrier indésirable. Je n'en discute pas, dit finalement Thierry. Signe juste. Je l'ai regardé longtemps. Je ne sais pas à quoi il s'attendait. Des pleurs, des cris, des supplications. Peut-être que cela l'aurait rendu plus facile pour lui, mais quelque chose en moi s'est juste éteint. D'accord, ai-je dit. Cela l'a arrêté une demi-seconde, comme s'il s'attendait à de la résistance et ne l'avait pas obtenue. J'ai tiré la chaise et je me suis assise en face de lui. Mes mains étaient stables maintenant, ce qui m'a fait plus peur que si elles avaient tremblé. J'ai pris le stylo qu'il avait déjà posé là. « Tu fais vraiment ça ?» ai-je demandé une dernière fois. Oui. J'ai signé mon nom. Pas de discours dramatique, pas de stylo jeté, juste de l'encre sur du papier. Quand je le lui ai repoussé, il a eu l'air presque agacé que cela se soit passé si facilement. « Tu ne vas même pas demander pourquoi ?» dit-il. Je me suis levé, j'ai repris mon sac à main. Je pense que tu me l'as déjà dit. Et je suis sorti de la cuisine. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis resté dans notre chambre d'amis, la porte fermée, écoutant la maison se calmer.
Thierry n'est pas venu me chercher. Cela m'a aussi dit quelque chose. Vers 2 heures du matin, je suis descendu chercher de l'eau. La lumière de la cuisine était toujours éteinte, mais la lumière du réverbère à travers la fenêtre éclairait la table juste assez. Les papiers étaient toujours là. Et à côté d'eux, quelque chose que je n'avais pas remarqué auparavant, un programme funéraire plié de plus tôt dans la journée. Le nom de Marc Dupont imprimé à l'encre noire. Service commémoratif tenu à l'église Saint-Michel. Inhumation au cimetière du Nord. Mais ce qui a attiré mon attention n'était pas le programme lui-même. C'était le coin en dessous, une carte de visite, légèrement pliée, les coordonnées du directeur de funérailles, et autre chose gribouillée au stylo au dos. Un nom de cabinet d'avocat que je ne reconnaissais pas, mais Thierry l'avait entouré 2 fois. Je suis resté là plus longtemps que je n'aurais dû, juste à le fixer, ressentant ce étrange changement en vous quand vous réalisez que quelque chose n'est pas seulement une trahison. C'est lié à quelque chose de plus grand que vous n'avez pas encore vu. D'en haut, j'ai entendu le plancher grincer. Thierry se déplaçait comme si rien ne s'était passé, comme s'il n'avait pas réécrit toute ma vie pendant le dîner. J'ai replié le programme avec soin et l'ai laissé exactement où il était. Mais je ne suis pas retourné me coucher. Au lieu de cela, je me suis assise à la table de la cuisine, seule, dans la même chaise où mon mariage venait de se terminer. Et j'ai commencé à penser à Sophie et marquer à ce que Thierry avait déjà mis en œuvre avant même que je ne franchisse cette porte d'entrée. Parce que quelque chose dans tout cela ne ressemblait pas à une impulsion. Cela semblait planifié. Et cela me faisait plus peur que les papiers de divorce ne l'auraient jamais pu. La première chose que les gens veulent toujours savoir après quelque chose comme ça, c'est comment vous avez réagi. Avez-vous crié? L'avez-vous confronté? Avez-vous jeté ses vêtements sur la pelouse? Non. J'ai déménagé tranquillement. 3 jours après que Thierry m'ait remis ses papiers de divorce, j'ai loué un petit appartement d'une chambre près de la rue de la Liberté à Lille. Rien d'extraordinaire. 2e étage, mur mince, un radiateur qui cliquetait trop fort la nuit. Mais c'était le mien, et pour la première fois depuis des années, je pouvais respirer sans me sentir observé. J'ai dit aux gens que c'était temporaire. C'était plus facile que d'expliquer la vérité. Thierry, pendant ce temps, n'a pas perdu de temps. À la fin de la première semaine, il avait déjà été vu avec Sophie à l'épicerie de la rue Nationale. La 2e semaine, ils dînaient ensemble dans un restaurant près de la place de la République. Et la 3e semaine, ils vivaient pratiquement chez elle. Les nouvelles voyagent vite dans une ville comme Lille, surtout quand c'est compliqué. Je n'ai pas cherché d'informations au début. Je me suis dit que je m'en fichais. Mais le chagrin ne ressemble pas toujours à de la tristesse. Parfois, il ressemble à une curiosité que vous ne pouvez pas éteindre. Et j'ai commencé à remarquer des choses. Sophie a cessé de répondre aux appels d'amis communs. Elle me textait tous les 2 jours. Soudain, plus rien, juste le silence. Thierry, en revanche, est devenu presque théâtral à ce sujet. Il ne se cachait plus. Il s'y engageait comme s'il voulait que les gens le voient. Un après-midi, j'ai croisé ma voisine Carla devant les boîtes aux lettres de l'appartement. Elle a baissé la voix avant même que je ne pose de questions. « J'ai vu ton mari », dit-elle prudemment. « Ex-mari », ai-je corrigé automatiquement. Elle a hoché la tête. « C'est ça. » Eh bien, je l'ai vu avec Sophie au café du centre. Ils avaient l'air à l'aise. Ce mot m'a marqué. À l'aise, comme s'ils avaient toujours appartenu ensemble. Cette nuit-là, je me suis assise à mon petit comptoir de cuisine, mangeant un plat surgelé que je goûtais à peine, fixant mon téléphone. Je me suis dit que je ne vérifierais rien. Puis je l'ai fait. Les réseaux sociaux de Sophie avaient changé. Ils étaient autrefois pleins de fleurs, de photos de famille, de son mari Marc, lors de barbecues, d'anniversaires, toutes les choses normales de banlieue. Maintenant, c'était différent, plus propre, plus soigné. Quelques posts vagues sur de nouveaux départs et la vie qui avance. Aucune mention de Marc. Cela m'a dérangé plus que je ne l'aurais cru car Marc n'était parti que depuis quelques semaines. J'ai commencé à fouiller comme on fait semblant de ne pas fouiller. Des recherches occasionnelles, de vieux emails, des contacts partagés, rien d'évident au début. Puis j'ai trouvé quelque chose de petit. Un email de notification enfoui dans un ancien dossier de sauvegarde de notre compte Google partagé.
Thierry avait cherché les délais d'homologation de la succession Dupont 2 mois avant la mort de Marc. 2 mois. J'ai fixé cet écran plus longtemps que je ne veux l'admettre. C'est là que le sentiment a changé. Ce n'était plus seulement une trahison. C'était une structure, un timing, une planification. J'ai fermé mon ordinateur portable et je m'en suis éloigné comme si cela pouvait me brûler. Mais le sommeil n'est pas venu cette nuit-là non plus. Au lieu de cela, j'ai recommencé à penser aux funérailles de Marc, à Sophie pleurant si fort qu'elle ne pouvait pas parler, à Thierry se tenant un peu trop loin de moi comme s'il était déjà à moitié sorti même à ce moment-là. 2 jours plus tard, quelque chose d'autre est arrivé. J'ai reçu un SMS d'un numéro inconnu. Ne fais pas confiance à la chronologie. Vérifie l'hôpital Saint-Augustin. Les dossiers de nuit. Pas de nom, pas de signature. Juste ça. Je l'ai fixé longtemps, assise sur mon canapé dans cet appartement silencieux, le trafic ronronnant dans la rue en contrebas. J'aurais pu l'ignorer, le supprimer, me dire que ce n'était rien, mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, j'ai conduit à l'hôpital Saint-Augustin le lendemain matin. L'hôpital sentait comme toujours, solution de nettoyage, café et épuisement. Je me suis assise dans la salle d'attente des dossiers, me sentant déplacée, comme si j'étais sur le point de poser des questions que je ne devrais pas poser. Quand j'ai finalement eu quelqu'un au téléphone, j'ai gardé les choses simples. J'ai dit que j'étais une amie de la famille aidant à régler les papiers pour la succession de Marc Dupont. La greffière a hésité, mais a finalement accepté de consulter les journaux d'accès limité. Cela a pris presque 1 heure. Quand elle est revenue, elle ne m'a pas regardé directement. Ce dossier avait quelques entrées irrégulières, dit-elle doucement. Quel genre d'irrégularité ? Elle a feuilleté l'imprimé. Des ajustements de médicaments, des accès tardifs au dossier des patients, et elle a marqué une pause, un changement d'avis du médecin traitant juste avant l'heure du décès. Ma bouche est devenue sèche. Qui a fait les changements ? Elle a hésité de nouveau. L'un des consultants externes, un groupe de conseil privé. Je ne peux pas divulguer les noms complets sans demande légale. Mais elle a fait glisser une page vers moi. Le nom d'un cabinet de conseil, le même que j'avais vu encerclé sur ce programme funéraire dans ma cuisine. Mes mains ont commencé à s'engourdir. Je l'ai remerciée et je suis parti avant qu'elle ne puisse dire autre chose. Dehors, l'air me semblait trop lumineux, trop normal pour ce que je venais d'entendre. Je suis resté dans ma voiture sur le parking de l'hôpital pendant longtemps sans démarrer le moteur car maintenant je ne pouvais plus l'ignorer. Thierry ne me quittait pas seulement. Il était lié à quelque chose que je ne comprenais pas encore. Et Sophie, ma meilleure amie, était quelque part au milieu de tout cela. Et j'avais le sentiment que la mort de Marc n'était pas seulement la fin d'une histoire. C'était peut-être le début d'une autre. J'aurais aimé pouvoir dire que je suis rentré de l'hôpital et que j'ai réfléchi à tout cela comme une personne rationnelle. Je ne l'ai pas fait. Je suis resté dans ma voiture sur le parking de l'hôpital Saint-Augustin pendant près d'1 heure, moteur éteint, main sur le volant, fixant le vide. Des gens passaient devant moi avec des tasses de café et des plateaux repas comme si la vie était normale. La mienne ne l'était plus. Cette nuit-là, je ne suis pas retourné voir Thierry. Je ne l'ai même pas appelé. Je suis simplement resté dans mon petit appartement de la rue de la Liberté, les lumières éteintes, la télévision allumée mais pas regardée. Et pour la première fois depuis que les papiers de divorce avaient atterri sur ma table de cuisine, j'ai cessé d'essayer de donner un sens émotionnel à tout cela. J'ai commencé à traiter cela comme une affaire. Le lendemain matin, j'ai posé un jour de congé maladie et je suis allé directement à la bibliothèque municipale du centre-ville, un vieux bâtiment en briques, le genre qui a encore de vrais journaux et des coins tranquilles où personne ne vous dérange. J'ai cherché les avis de décès, les dossiers d'homologation, tout ce qui était lié à Marc Dupont. C'est là que le modèle a commencé à apparaître. La mort de Marc avait été répertoriée comme des complications cardiaques. Propre, simple, pas de détails d'autopsie dans le résumé public. Juste fait, mais la chronologie ne collait pas. J'ai tout écrit sur papier, comme si mon cerveau avait besoin de le voir physiquement devant lui pour le comprendre. Marc hospitalisé mardi soir, stable mercredi matin, déclin soudain mercredi soir, déclaré mort tôt le jeudi. Puis j'ai recoupé autre chose. Les dossiers d'assurance. Cela a pris plus de temps. Trop de temps. Mais finalement, grâce à des dossiers accessibles au public et à quelques anciens contacts que j'avais encore du travail de la saison des impôts,
j'ai trouvé mention d'une police d'assurance vie liée à la succession de Marc. 2,3 millions d'euros payables à Sophie à moins que certaines conditions ne changent. C'est la première fois que mon estomac s'est réellement retourné parce que ce n'était pas seulement de l'argent pour le deuil. C'était de l'argent qui changeait une vie dans une ville comme Lille. Je me suis assise sur la chaise de la bibliothèque et j'ai juste fixé le plafond pendant une seconde, essayant de ralentir mes pensées. Puis j'ai entendu une voix derrière moi. « Tu fouilles dans l'affaire Dupont, n'est-ce pas ?» Je me suis retourné rapidement. C'était une femme âgée, peut-être fin soixantaine, avec un cardigan et des lunettes de lecture autour du cou. Elle avait l'air fatiguée, comme le personnel hospitalier a toujours l'air quand il a trop vu. « Je suis désolé, ai-je dit. » Elle s'est assise en face de moi quand même, comme si elle avait déjà décidé. « J'ai travaillé de nuit à l'hôpital Saint-Augustin, dit-elle. Superviseur infirmier, maintenant à la retraite. » Quelque chose dans ma poitrine s'est serré. « Je n'essaie pas de causer des problèmes, lui ai-je dit. » Elle a ri brièvement. « Le problème est déjà arrivé. Tu le remarques juste maintenant. » C'est là que j'ai su que je n'imaginais plus le schéma. J'ai baissé la voix. « Savez-vous ce qui s'est passé avec Marc Dupont ?» Elle a hésité. Cette longue pause entraînée à l'hôpital où les gens décident combien de vérités ils sont autorisés à dire à voix haute. Puis elle a dit, il y a eu des pressions inhabituelles. Quel genre de pression ? Elle a regardé autour de la bibliothèque comme si elle vérifiait si la vérité elle-même était autorisée dans la pièce. Influence extérieure sur les ajustements de médicaments, dit-elle prudemment. Et quelqu'un demandant un accès répété au dossier des patients qui ne leur appartenaient pas. Qui, ai-je demandé ? Elle a secoué légèrement la tête. Je ne dirai pas de nom, mais je dirai ceci. Le même groupe de consultants continuait d'apparaître même quand ils n'étaient pas censés être impliqués. Ma gorge est devenue sèche. Le cabinet de conseil financier. Elle a hoché la tête une fois. Le même nom encore. Il semblait que tout ce que j'avais dans la tête s'était finalement mis en place. Mais au lieu de la clarté, cela a juste rendu l'image plus sombre. Avant de se lever pour partir, elle a ajouté une chose de plus. Les gens ne meurent généralement pas aussi proprement, dit-elle. Pas à moins que quelqu'un n'en tire profit. Puis elle est partie comme si elle n'avait pas simplement largué une bombe dans ma vie. Ce soir-là, j'ai pris une décision dont je n'ai parlé à personne. Je suis retourné au dossier des funérailles de Marc. J'ai examiné tous les détails que je pouvais trouver. Et c'est là que j'ai remarqué quelque chose que j'avais manqué auparavant. Le nom de Thierry n'était pas seulement sur une liste de contacts. Il figurait dans une note de consultation préalable 2 semaines avant la mort de Marc. Je me suis penché en arrière sur ma chaise et j'ai ri une fois, mais il n'y avait pas d'humour. C'était ce moment où le déni cesse de fonctionner, où votre cerveau abandonne enfin d'essayer de vous protéger. Et soudain, tout avec Thierry ne ressemblait plus à une rupture. J'avais l'impression d'avoir été retiré de quelque chose déjà en marche. Les fiançailles entre Thierry et Sophie n'étaient pas aléatoires. C'était rapide. Trop rapide. Comme si cela avait été planifié pour avancer selon un calendrier. Cette nuit-là, j'ai reçu un autre message du numéro inconnu. Tu as vu les dossiers. Maintenant, regarde qui a signé la sortie. Pas de nom encore, juste la pression. Je l'ai regardé longtemps avant de répondre. Qui es-tu ? Pas de réponse, mais je n'en avais plus besoin parce que je savais déjà que je n'étais pas seulement confronté à une trahison entre 3 personnes. J'étais au bord de quelque chose d'organisé. Et j'avais le sentiment que la prochaine couche ne me ferait pas seulement du mal. Cela changerait ce que je pensais savoir de tous. Après la bibliothèque, j'ai arrêté de prétendre que je pouvais tomber accidentellement sur des réponses. Ce n'était plus des commérages. Ce n'était même plus seulement une trahison. C'était quelque chose de structuré, de chronométré, de protégé. Alors, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais cru faire de ma vie. J'ai appelé un avocat, pas le genre d'avocat de Thierry, pas d'entreprise, pas amical. J'ai appelé Maître Duval. Tout le monde à Lille connaît ce nom. Litiges successoraux, héritage compliqué, le genre d'avocat que les gens ne rencontrent que lorsque leur vie est déjà en flammes. Son bureau était dans un petit bâtiment en briques près du centre-ville, juste au-dessus d'un pressing. Pas de hall en marbre, pas de réception chic, juste une femme à un bureau qui avait l'air d'avoir vu toutes sortes d'effondrements familiaux imaginables.
Quand je suis entré, je ne me suis même pas assise au début. Je pense que mon mari est impliqué dans quelque chose autour d'une affaire de succession, ai-je dit. Maître Duval n'a pas réagi. Il a juste désigné la chaise. Commencez par le début, dit-il. Alors je l'ai fait. Marc, les funérailles, les papiers de divorce de Thierry, Sophie, les dossiers de l'hôpital, le cabinet de conseil. Je n'ai pas dramatisé. Je n'en avais pas besoin. Les faits sonnaient déjà faux quand on les mettait dans l'ordre. Quand j'ai fini, il s'est penché en arrière et a tapoté un stylo sur son bureau. Ce cabinet de conseil que vous avez mentionné, dit-il, je les ai déjà vus autour d'affaires d'homologation. Pas souvent, mais assez pour le remarquer. Cela m'a frappé plus fort que je ne l'aurais cru. Est-ce normal, ai-je demandé. Non, dit-il simplement. Il ne m'a pas promis la justice. Il n'a rien dit de réconfortant. Il a juste commencé à poser des questions. Date, nom, compte bancaire, timing. Et c'est là que j'ai réalisé quelque chose d'important. Cela n'allait pas être rapide, ni propre, ni émotionnellement sûr. Cela allait nécessiter des preuves. De vraies preuves. Pendant ce temps, la vie en dehors de mon enquête continuait comme si rien ne se passait. Thierry et Sophie étaient maintenant pleinement publics. Ne cachant rien. Photos de dîner, apparitions à des événements caritatifs locaux. Les gens de l'île ont commencé à les traiter comme une sorte de nouvelle histoire de commencement. Cette partie m'a fait plus mal que prévu car les gens aiment les récits simples. Et dans le leur, j'étais déjà le passé. Un après-midi, j'ai croisé une femme avec qui j'allais au yoga à l'épicerie. Elle a souri poliment puis a hésité. J'ai entendu dire que toi et Thierry vous étiez séparés, dit-elle. J'ai hoché la tête. Oui. Elle a baissé la voix. Il semble heureux avec Sophie. Je suis resté là, tenant un sac de pommes, réalisant à quelle vitesse les gens réécrivent votre vie quand vous ne regardez pas. Tant mieux pour lui, ai-je dit et je suis parti avant qu'elle ne puisse dire autre chose. Mais à l'intérieur, quelque chose s'est endurci. Pas de la colère, pas encore même de la vengeance. Quelque chose de plus ciblé. Cette semaine, Maître Duval m'a rappelé. J'ai obtenu une activité financière préliminaire, dit-il. Il y a des transferts liés au travail de consultant de Thierry qui ne correspondent pas à sa description de poste. Quel genre de transfert, ai-je demandé. Des honoraires de conseil. Le timing correspond trop étroitement au changement de la chronologie de la succession que vous avez décrite. Je n'ai même pas demandé ce que cela signifiait entièrement. Je n'en avais pas besoin encore. J'ai juste dit, donc, c'est lié? Oui, dit-il. Mais nous avons toujours besoin de la pièce manquante. Cette pièce manquante s'est avérée être un témoignage, et elle est venue de quelqu'un à qui je ne m'attendais pas. Carole Leblanc, l'infirmière retraitée de l'hôpital Saint-Augustin. Elle a finalement accepté de rencontrer Maître Duval en personne. Nous nous sommes rencontrés dans un petit restaurant en dehors de l'île, le genre avec des banquettes en vinyle craquelé et un café qui n'a jamais l'air frais, mais qui semble étrangement juste. Carole avait l'air nerveuse quand elle s'est assise. Pas coupable, juste fatiguée. Je ne devrais même pas être ici, dit-elle immédiatement. Mais vous y êtes, répondit Thomas. Elle hocha lentement la tête. Il y a eu des changements cette nuit-là, pas médicalement justifiés. Quel genre de changement, ai-je demandé doucement. Elle hésita, puis le dit. Les ajustements de médicaments ont été signés par une recommandation externe, pas par le protocole hospitalier. Cela a contourné la révision standard. Mes mains se sont serrées autour de ma tasse de café. Qui l'a approuvé, demanda Maître Duval. Carole baissa les yeux. Quelqu'un qui n'était pas censé avoir accès, dit-elle. Mais ils l'ont fait. Elle a fait glisser un papier plié sur la table, une feuille de journal, et la c'était encore. Le cabinet de conseil, le même nom, le même schéma, le même fil conducteur traversant tout. Quand elle a quitté le restaurant, je suis resté assise longtemps, fixant ce papier. Maître Duval a rompu le silence. C'est suffisant pour ouvrir une enquête formelle, dit-il. J'aurais dû me sentir soulagé. Au lieu de cela, j'ai ressenti cette étrange chute dans l'estomac quand vous réalisez que les choses sont sur le point de devenir réelles d'une manière que vous ne pouvez pas défaire. Cette nuit-là, Thierry m'a appelé pour la première fois depuis des semaines. J'ai failli ne pas répondre, mais je l'ai fait.
Sa voix était calme. Trop calme. Tu as posé des questions, dit-il. Pas une question, une affirmation. Je ne sais pas de quoi tu parles, ai-je répondu. Une pause. Alors tu devrais arrêter. Tu ne comprends pas dans quoi tu t'engages. Pendant une seconde, j'ai presque cru qu'il semblait inquiet. Puis je me suis souvenu des papiers de divorce sur ma table de cuisine. Je comprends assez, ai-je dit. Une autre pause. Puis sa voix baissa légèrement. Tu penses que tu fais quelque chose d'intelligent ici, dit-il. Non. Et il raccrocha. Je suis restée assise, tenant mon téléphone longtemps après que l'écran soit devenu noir. Parce que ce n'était plus de la peur que je ressentais. C'était une confirmation. Tout ce que j'avais découvert était réel, et Thierry savait que j'étais proche. Assez proche pour qu'il ressente le besoin de me prévenir ou de me menacer ou les deux. Le lendemain matin, Maître Duval a rappelé. Nous sommes prêts, dit-il. Pourquoi, ai-je demandé. Pour le gala, répondit-il. C'est là que tout se connecte. Je n'ai pas demandé de détails. Je savais déjà ce qui allait arriver. Et pour la première fois depuis ce moment à la table de la cuisine, je ne réagissais plus seulement. Je me préparais. Le club de la Citadelle à Lille ressemble à un endroit où rien de mal ne devrait jamais arriver. De grandes fenêtres, des nappes blanches, une musique douce qui s'efforce trop de rendre tout inoffensif. Ce soir-là, c'était bondé pour le gala de charité annuel. Des hommes d'affaires, des politiciens locaux, des donateurs d'hôpitaux. Les mêmes visages familiers que l'on voit à chaque événement communautaire de la ville. Et juste au centre de tout cela se trouvait Thierry, debout à côté de Sophie comme s'ils y appartenaient, souriant comme si rien dans le monde n'avait jamais mal tourné dans sa vie. Je suis resté dehors pendant une bonne minute avant d'entrer. Non pas parce que j'avais peur, mais parce que je savais qu'une fois que j'aurais franchi ces portes, il n'y aurait plus de retour en arrière possible pour prétendre que tout cela n'était qu'un divorce compliqué. Maître Duval m'a rencontré à l'intérieur près de l'entrée. Prête, demanda-t-il. Non, ai-je dit honnêtement, mais je suis là. Il hocha la tête comme si cela suffisait. Nous n'avons pas fait d'entrée dramatique. Pas de musique, pas de moment sous les projecteurs. Nous sommes simplement entrés comme tout le monde. Au début, personne ne m'a remarqué. C'est ce qu'il en est des gens qui pensent que votre histoire est terminée. Ils arrêtent de vous chercher. Thierry était à mi-chemin d'un discours quand je l'ai vu. Quelque chose sur les nouveaux départs et la croissance communautaire. Les gens souriaient poliment, verre de vin à la main. Sophie se tenait à ses côtés, hochant la tête au bon moment. Entraînée, contrôlée. Je ne l'ai presque pas reconnue, non pas parce qu'elle avait l'air différente, mais parce qu'elle avait l'air d'avoir décidé de devenir quelqu'un d'autre entièrement. Maître Duval m'a fait un petit signe de tête. C'était le signal. Il s'est avancé le premier. Excusez-moi, dit-il calmement, sa voix portant juste assez. Avant que cela ne continue, je dois aborder quelque chose concernant une affaire de succession liée à Marc Dupont. La pièce a changé instantanément. On peut le sentir quand un espace change. Les conversations ne s'arrêtent pas toutes en même temps, elles s'estompent comme si quelqu'un baissait lentement le volume du monde. Thierry a marqué une pause en plein milieu de sa phrase. Le sourire de Sophie s'est crispé. Maître Duval n'a pas pressé. Il ne presse jamais. Il a ouvert un dossier et a commencé à parler. Il n'a pas accusé. Il n'a pas spéculé. Il a simplement présenté les faits, les dates, les transferts, la documentation, l'implication du cabinet de conseil, les anomalies des dossiers hospitaliers, les mouvements financiers liés à la chronologie de la succession de Marc. J'ai regardé les visages dans la pièce changer. Un par un. Confusion d'abord, puis malaise, puis réalisation. Quelqu'un a chuchoté, « Attends, quoi ?» Thierry s'est avancé. « C'est ridicule, dit-il rapidement. C'est un malentendu privé. » Mais Maître Duval a continué. Et puis est venue la partie qui a tout changé. La chronologie de la dernière hospitalisation de Monsieur Dupont, dit Maître Duval, ne correspond pas à la progression médicale standard, et il y a des influences externes documentées sur les décisions de traitement. Un murmure s'est répandu dans la foule. Sophie a finalement parlé, sa voix tremblante maintenant. « Que êtes-vous en train de dire ?» demanda-t-elle. Maître Duval l'a regardé directement. «
Je dis que vous devez comprendre ce dont vous faisiez partie. Cela l'a frappé plus fort que tout car pour la première fois, elle n'était pas seulement une veuve en deuil ou une nouvelle fiancée. Elle avait l'air incertaine, et c'est là que je me suis avancé. Pas vite, pas de manière dramatique, juste assez pour que les gens me voient clairement. La pièce est devenue silencieuse d'une manière que je n'oublierai jamais. Thierry m'a vu et son expression a changé instantanément. Pas de surprise, de reconnaissance, comme s'il attendait ce moment et ne voulait toujours pas qu'il arrive. « Tu ne devrais pas être ici, dit-il à voix basse alors que j'approchais. Je pense que si, ai-je dit. Sophie a regardé entre nous. Aurore, qu'est-ce que c'est? Je n'ai pas élevé la voix. Je n'en avais pas besoin. Je pense qu'on vous a raconté une version des événements qui a été très soigneusement gérée, ai-je dit. Thierry s'est rapproché. Arrête de parler. Mais Maître Duval a levé légèrement la main. Monsieur Bernard, dit-il, je vous conseille de ne pas interférer. La pièce était maintenant complètement immobile. Même le personnel avait cessé de bouger. J'ai regardé Sophie. Je ne suis pas venu ici pour te faire du mal, ai-je dit doucement. Mais tu dois comprendre quelque chose. Ce n'était pas seulement une trahison entre des personnes. Ses yeux étaient maintenant vitreux. Alors qu'est-ce que c'était? J'ai hésité. Parce que cette partie était importante. C'était construit, ai-je dit, étape par étape. Et quelqu'un s'est assuré que tout se passe dans un ordre très spécifique. C'est là que Thierry a perdu le contrôle. C'est insensé, a-t-il claqué. Tu déformes tout. Mes deux agents de sécurité s'approchaient déjà, pas agressivement, juste professionnellement. Maître Duval avait clairement arrangé cette partie à l'avance. Thierry s'est tourné vers moi, la voix basse. Tu penses que tu as gagné quelque chose ici, dit-il. Je l'ai regardé pendant une longue seconde. Non, ai-je dit. Je pense que j'ai enfin arrêté de perdre. C'était ça. Pas d'applaudissements, pas de musique dramatique, juste la réalité qui s'installait. Sophie a couvert sa bouche en réalisant, pièce par pièce, que la vie dans laquelle elle était entrée était construite sur quelque chose qu'elle ne comprenait pas entièrement. Et Thierry, mon mari, a été escorté hors de cette pièce pendant que tout le monde regardait. Non pas comme un vainqueur, non pas comme un homme en contrôle, juste quelqu'un dont la version de l'histoire avait finalement été exposée en public. Dehors plus tard, l'air était froid et silencieux. Maître Duval se tenait à mes côtés alors que les lumières du bâtiment se brouillaient derrière la vitre. « Ça va ?» demanda-t-il. J'y ai réfléchi une seconde. Non, ai-je dit honnêtement, mais ça ira. Et pour la première fois depuis longtemps, je l'ai cru. Non pas parce que tout était réparé, mais parce que la vérité ne se cachait plus. Elle était au grand jour, où elle ne pouvait plus être contrôlée. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un message de Sophie. Juste une ligne. Je ne savais pas. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je l'ai juste regardé longtemps. Puis j'ai finalement répondu. Je sais. Et je le pensais. Parce qu'au final, c'était la partie la plus difficile. Non seulement ce qu'ils ont fait, mais à quel point tout s'est facilement effondré une fois que la vérité a cessé d'être enfouie. Si vous avez déjà vécu quelque chose qui vous a fait remettre en question tout ce que vous pensiez réel, j'espère que vous vous en souviendrez. Le silence protège les mauvaises personnes. Parfois, parler est le seul moyen de changer les choses. Merci de votre écoute.